On dirait une casquette de mec qui garde des crocodiles Crocodile de Nil aux États-Unis. Et c'est vrai. J'ai pas le fusil. Oui. Tu fais gardien de crocodile aussi, toi. J'ai jamais vu un croco de ma vie, alors c'est pas. Ah ouais, t'as monté un croco avec le Forbidden là-bas, s'il te chope celui-là, rac, il te lâche pas. Le vélo du jour, la trapanelle du jour. La trapanelle. Une bonne trapanelle celle-là. Tu vois, et aujourd'hui, ben, comme la dernière fois, on se relance sur un KSF parce que c'est du café de spécialiste plus noté à 88. Et là, on est sur un vélo de spécialiste noté à. Ouf, 88, il doit pas être loin. Bon, ben merci Terre de Café encore une fois. Puis c'est assorti avec la couleur du vélo presque. C'est ce que j'allais te dire. En silence. C'est parti, bon courage. Non, ça va, elle est pas trop longue celle-là. Mais non. Hein? Bah oui, facile celle-là. Ça restera pas comme ça quand même. Je compte bien retrouver ma place. Il est bien celui-là. T'as vu, t'es bien dans celui-là. Ah ouais, putain, on est calé. Franchement, je me fais avoir depuis le début de la chaîne, moi. Ouais, eh ben, on va vite remédier à ça. Bon, on enchaîne alors, vu qu'on l'a à côté, on peut là. Bah oui, vu qu'on vient de faire la vidéo sur le point de pivot haut. C'était hier soir, là on est le matin, très tôt, très tôt, trop tôt. Très tôt, trop tôt pour lui, oui. Ouais. Bon, ben on reparle de Forbidden parce que vous avez été nombreux à nous le demander, le fameux druide qu'on n'avait pas forcément prévu sur la chaîne, mais qui a beaucoup fait parler sur les tutos pilotage. Ouais, quand tu sors à rando, sur Strava. Du coup, on se lance sur le test du Forbidden Druid V2. V2. Ça, qui a énormément de kilomètres au final, plus que les autres certainement. C'est sûr. Non mais oui, j'avais même oublié qu'on pouvait le faire, tellement j'ai l'impression que c'est mon vélo. Donc, je sais pas, faut qu'on le fasse les chiffres, mais ça va faire peur. Bon, en tout cas, il est testé celui-là, il n'y a pas de souci. C'est que Forbidden, on a déjà parlé de cette marque avec le Dreadnought qui était notre V2, Dreadnought V2, qui était notre premier test, notre premier trapanel à l'essai sur Café Manivelle il y a 2 mois. 3. Ouais, on part là. Moi, c'est ça. Et oui, c'était le premier. Bon, la marque, c'est bon. La vient marque, du Canada. Bon. On fait un tour du modèle, du coup. L'histoire de ce du modèle. Druide. Ouais. Oui. Parce que c'est leur premier modèle, en fait. Quand la marque a commencé, il n'y a eu que ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme... C'est une drôle façon de se lancer. Une marque, un vélo, en fait, c'était. Même pas, c'était un vélo. Le Druide, en plus, c'était un peu mystique. Ça va bien. Ils ont essayé de faire un truc un peu... Celte. Ouais, c'était tout dark. Tout était super sombre. Et même la première année, il y avait plutôt des pilotes qui essayaient ça, mais il n'y avait pas vraiment de team, il y avait un gars là, un écossais qui roulait avec, qui faisait on a suivi tout le développement du vélo en fait. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que de suite, architecture point de pivot haut, mono pivot, et de suite, pas énormément de débat, mais une orientation presque racing quoi. Donc de suite on est très engagé quoi, comme pratique, comme on va à des vélos de trail comme on a l'habitude, tu vois. Ouais. Bon an mal an, ils ont fait leur histoire là-dessus. Ce vélo est sorti. Tu te souviens de l'année? Pas si vieux que ça. Non, c'est pas très vieux. Mais ça c'est, vous êtes quoi, 2020? Je pense, c'est pas beaucoup. Dans le Covid. Ouais, le Covid qui a mis le spectre avant le Covid, t'as raison. Mais le Covid a bloqué 2 ans, là, on sait pas où les mettre ces 2 années-là. c'est chiant. On les oublie. Ouais, on les oublie, on sait pas qu'elles ont existé. Bon, voilà, c'est pas si vieux. Et ce V1, franchement, c'était un peu le vélo à avoir, quoi. Il a fait vite parler de lui, par son look déjà. Le point de pivot, forcément. Un vélo à 130 mm de trail avec un point de pivot, il n'y en avait quasiment pas eu. 130 derrière et devant, il y a quand même 150, ouais, c'est ça. Et l'image de la marque, la rareté a fait que beaucoup de gens il y a eu un buzz autour de cette marque. Voilà. Après, ça a continué. La marque a continué, elle a développé d'autres châssis, notamment le Dreadnought. Et puis l'année dernière, donc 2023, lancement du Druid V2 que tu as sous les yeux. On parlera des changements rapidement. Et ce Druid V2, pareil, ils l'ont lancé, première année de développement. Là, il y avait un team enduro qui était monté entre temps. Ouais. EWS, Coupe du Monde, niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde aussi, DH avec. Oui, mais en premier, c'est le team enduro qui a été monté. Okay. Ouais, premier, c'est le team enduro. Ouais, c'est ça. Et dans l'enduro. Et dans le développement du vélo, les pilotes, ils avaient le choix. Je me souviens, la première Coupe du Monde, c'était en Tasmanie, ils avaient le choix entre le Dreadnought, ancienne version,
compétition et le Druide. Il roulait à 130 en Coupe du Monde d'Enduro. Est-ce que c'était un 130 ou pas? En tout cas, il courait avec celui-ci et ils ont même gagné une Coupe du Monde avec. Podium, Coupe du Monde avec Ries Werner, ce petit jeune là qui marchait fort. Okay. Et là aussi, ça brouille encore un peu les cartes, quoi. Tu te dis, mais le gars, il a roulé bodybuildé par contre. Hein. Oui. Une zèbre, des gros freins, enfin, mais avec ce cadre-là. Et puis, il est sorti, puis après, le Dreadnought V2 est sorti. Donc, depuis le début, c'est le Druide, il brouille les cartes, c'est compliqué, on ne sait pas où le mettre, dans quelle case le mettre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de questions de voir la communauté. Il y a des gens qui, quand ils le voient, il a un look particulier. Celui-là, en plus, il est rose. C'est super agressif. D'autres sont attirés par le point de pivot, c'est sûr, ça fait usine à gaz, comme tu dis. Ouais, et après, je pense qu'on a beaucoup de questions de la communauté qui nous suit pour savoir ce qu'on en pense, à quoi il sert. Voilà, il brouille les cartes, ce vélo. Voilà. Ça, c'est clair. Quelles sont les améliorations qu'il y a eu entre le V1 et V2? Rapidement, on fait des grandes lignes. Alors, déjà, ce qui ne change pas, peut-être, hein, le débattement. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas d'évolution de débat. 130, 150 du coup. Oui, c'est assez rare, hein. Route 29. Route 29 ou mulet. Ok. Attention, le mulet, sur ce vélo-là, il faut le choisir au début parce que c'est pas comme le Dreadnought où tu peux changer les pattes. C'est un triangle arrière ici, une partie qu'il faut changer. Voilà, exactement. Donc ça peut se faire, mais il faut choisir. C'est plus facile de choisir son cadre en mulet ou en 29, mais tu as raison. Pas gros changement aussi, c'est point de pivot. Ils n'ont pas arrêté le point de pivot. Le look en général, presque, quand tu connais pas, c'est à peu près la même chose, quoi. Oui, il y a un peu des évolutions c'est au niveau des lignes, après, mais oui, c'est clair, c'est pas énorme. Donc les évolutions, c'est plutôt à mettre faut entrer dans les détails, quoi. Faut vraiment entrer dans les détails. Et on en a parlé hier, notamment avec le Dreadnought, quand on a fait cette vidéo sur le point de pivot. J'imagine que ça a été les mêmes décisions. Le gros truc pour ceux qui connaissent, c'est que tous les Forbidden avant, c'est des monopivots, d'accord? Donc il y avait un point ici, un triangle arrière unifié et tu avais bien de basculeur là derrière. Et maintenant ils sont passés à un fameux fort bar, mais inversé. Tu vois, il est à l'envers, il est tourné. Mais donc c'est des points pivots virtuels, d'accord? Donc la ligne, le point de pivot, si tu veux, il est entre cette ligne-là, ici, et le basculeur là. Donc grosso modo, il est un peu au-dessus du galet là, et puis il plonge vers la fixation de l'amortisseur. Ok. Donc ça, c'est le gros changement. Pourquoi ils ont fait ça? Eux, ils disent c'est pour améliorer certains points de l'ancienne version. Un, au niveau de l'effet de chaîne. Comme ça, on rentre dans les effets, tu vois. C'est bien, te plaît ça? Oui. Donc si tu veux, il y a un peu plus de... Quand tu appuies sur les pédales, vu que le point il est un peu plus haut que la chaîne ici, quand tu appuies sur les pédales, au début, il y a un peu plus de tension de chaîne. Puis cette tension de chaîne, dès que tu passes le sag, hop, ça va tendance à en avoir moins. Donc la ligne comparée à l'ancienne, c'est quasiment pareil au tout début, puis après il y en a beaucoup moins. Donc ça veut dire que la suspension va être libérée de la tension de la chaîne quand tu vas rentrer dans le débat pour avoir encore plus de sensation de confort, enfin laisser travailler la suspension. Eux, pour ça, ils ont fait ce choix. Deux, pour la trajectoire de roue, c'est un point de pivot, hein, ça recule. Donc avant, elle faisait que reculer sur l'ancienne version. Je pense que c'était pas loin de... Excusez-moi, je regarde. Ça montait jusqu'à 30 mm, tu vois. Ah oui, ça faisait que monter, tu vois. Donc le vélo, il s'allongeait énormément. Pour un petit vélo, c'était... Et là, maintenant, c'est beaucoup moins. On est plutôt à 22. Et tu vois, la courbe, elle remonte vraiment au début, là, jusqu'au sag. Et après, le sag, ça monte presque droit. Donc c'est tout. Donc il y a quand même 10 mm d'écart. Ouais, c'est un tiers quand même. C'est énorme, et ça c'était pour gérer des problèmes on en parlera d'assiette. L'ancien vélo, il pourra vraiment des gros écarts d'assiette. Tu vois que le vélo, sur grosses pièces de débat, vraiment tu as l'impression que les roues elles passent sous toi. Voilà, donc ils ont fait ce choix pour eux. Donc le fait que, ça s'allonge un peu moins, mais il y a moins de tension de chaîne dans le débattement, fait que tu as toujours cette sensation de débattement un peu infini qu'ils ont voulu faire. Et aussi pour l'effet de frein. Ça, il y a toujours des discussions, tu vois, entre le vectoriel et quand la force appliquée au sol. Là, normalement, avec ce type de design, quand tu appuies au niveau du frein, la suspension, elle rentre dans le débattement, elle te fait rentrer au début, mais plus tu vas rentrer dans la course de l'amortisseur,
et moins il y aura d'effet. Grosso modo, avec le mono pivot, c'est quasiment constant. Là, il y a vraiment un drop, ça descend, quoi, tu vois. Ouais, là, tu parles aussi du positionnement, donc de l'angle qui a été mis l'étrier par rapport. Alors ça, c'est plutôt par rapport à la cinématique. Ok. Par rapport à l'étrier, là, tu vois, il vise quasiment le point de pivot. Ouais. Donc normalement, ça doit être assez neutre. Mais eux, ils aiment bien aussi quand tu décélères, tu vois, ce qu'on appelle l'anti-rise. Les Américains, ils aiment bien ça. Quand tu freines, forcément, l'effet là, le transfert de masse, ils disent que là, ben ouais, ok, la suspension va préserver la géométrie au début. Puis après, plutôt libérer la suspension un peu plus tard, quoi, tu vois, voilà. Oui, c'est comme on dit, chaque fois, en fait, c'est des saveurs que les ingénieurs veulent pousser, voilà. Bon. C'est des choix. C'est des choix. Moi, sur le papier, sur le côté frein, j'ai un peu de mal parce que c'est moins prévisible. Quand tu as des gros écarts comme ça, je suis moins fan, mais bon, c'est un choix. Autre évolution importante, comme on est dans les détails, toujours 130 mm de débattement. Même si l'amortisseur est placé à peu près au même endroit, il n'est pas géré de la même façon. D'accord. Avant, il avait un ratio très bas et très progressif. Je crois que c'était 2,7, 2, donc c'était très bas et ultra progressif. Il garde cette progressivité. La courbe elle est quasiment tout le temps la même, très pentue, mais ils l'ont remonté. Donc bon, il sait pas. Je crois que maintenant ça doit faire 2,9, 2,1. Okay. Donc ça reste quand même assez bas comparé à beaucoup d'autres vélos sur le marché, mais c'est quand même progressif. Donc c'est vrai qu'en termes de progressivité, on est sur des ratios normalement plutôt pour des vélos d'enduro, alors que là on est que sur 130 mm de débattement et quand même des ratios assez bas, donc t'imagines que les forces nécessaires pour prendre tout le débattement, ça va être colossal comparé à beaucoup de vélos à 130. Là il va falloir taper dedans. Voilà, parce qu'après au niveau géo, il n'y a pas de grand changement, c'est pas ultra radical. Là le taille, alors c'est pas, ils sont pénibles avec ça. S3 c'est ça toi que tu roules? 2 là. S2. C'est pas SML, voilà, c'est S1, S2, S3. Ils ont suivi un peu spé en fait là-dessus. Je sais pas ce qu'ils ont suivi, il y en a plein de marques qui font ça. Bon, je sais pas pourquoi. Sizing 1, 2, 3. Bon. Oui, c'est ça, sizing 1, 2, 3. Donc le 2. Pourquoi le 2? C'est les recommandations de la marque pour notre taille. Donc toi tu fais 1,76. 16. Alors en fait c'est rigolo, moi je suis pile poil à la limite. En mulet, il me conseille de passer sur le S3. Ok. Mais sur le 29, il me conseille de rester sur le S2. Donc après, t'es toujours entre deux tailles, toi, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Franchement, je pense que j'aurais pu rouler sur un S3, même un 29. Oui, et peut-être au pire avec une potence un peu plus courte. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai mis la potence en 50 mm, mais bon, on y reviendra sur ça justement. Oui. Ce que je voulais te dire sur la géométrie, c'est que pour un S2 qui correspond à un médium, quoi, basiquement chez les concurrents, l'angle il est pas énorme. Tu vois, il y a 65. Ok. C'est dans les codes d'un vélo en 130, tu vois. Non, mais on aurait pu imaginer, vu l'agressivité du truc, qu'on ait une géométrie d'enduro, tu vois. Non. Le top tube 604, les bases 437. Alors attention, sur le papier, c'est pas très court, mais comme je dis, ça fait que s'allonger. Oui, donc ça peut faire jusqu'à 450. Ouais, donc on a un empattement de 1220, je crois, mais ça peut vite faire un vélo plus long. Mais voilà, la géométrie est dans les codes d'un vélo de trail, comme beaucoup de vélos en 140 ont, tu vois, c'est pas extrême. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le tube de selle très droit, la 77. Je crois que je l'ai mesuré en réel à ma hauteur à 76,5. Tu le vois, hein, c'est vraiment droit. Alors ça, c'est possible avec des roues de 29 parce que la roue arrière, elle recule. Donc forcément, comparé à bon nombre de vélos avec des four bars classiques, ils peuvent pas avoir un tube de selle. De mettre ce tube de selle coudé ou d'avancer le tube, quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'en longueur là, entre le 604 et l'angle de selle, je suis pas si mal pour un taille médium. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention, pas se tromper. Faut peut-être pas autant sursizer que d'autres marques, quoi, tu vois. Entre l'arrière qui s'allonge, ce tube de selle droit, la longueur du top tube, bon. Oui, tu resterais dans les précaux de la marque en fait. Pas loin, voilà. Ce truc pour moi, c'est la hauteur de douille, tu vois, qui est quand même basse, 105. C'est assez bas. Donc de suite, on a remis un peu d'écale et tu perds forcément un peu en distance. Voilà, une géométrie assez classique. Donc tu vois, il faut aller chercher un peu les détails croustillants dans les détails. Donc c'est plus une évolution. Là aussi du gain aussi, c'est, je pense comparé à l'ancien, c'est en termes de la rigidité du bras arrière. Ok. Voilà. Moi je l'avais pas essayé, mais j'avais pas essayé le Druid, j'avais essayé le Dreadnought ancienne version. Et c'est vrai que le mono pivot, c'était un peu plus souple à l'arrière que celui-ci. C'est une mise à jour des choses qui leur allaient pas sur le précédent modèle. Oui, c'est ça. Parce qu'après, si on parle de des choix pour qui le destine, à quoi ça sert, c'est toujours la même orientation, quoi. Eux, ils appellent ça un vélo de trail, randonnée, mais attention,
Les gars, ils sont en BC et c'est fait pour des terrains du trail version BC quoi. Ils montent des chantiers ou des pistes et après on fait des dessins. Britannique pour information. Voilà, donc pour eux, c'est leur vélo de trail. Et c'est leur vélo à tout faire quoi. D'ailleurs tu vas voir leur communication, c'est pas compliqué hein. Avec ce vélo t'as des mecs qui vont rouler les bike parks à Whistler, t'as des gars qui font un Coupe du Monde enduro, il y a des gars qui font des backflips, t'as des gars qui roulent en rando, bon. Ils font des 3-6 même avec. C'est panel très large. Ça, tu sais pas faire toi des 3-6 avec. Ah, moi je suis nul moi, tout ce qui est... Moi je suis bien avec les deux roues au sol. Je suis pas un freerider. Ouais bah les mecs ils savent faire du vélo quoi. Ouais, un petit français d'ailleurs qui est sponsor par eux. Pour quelle pratique du coup quand même tu dis vraiment tout en fait. Eux ils disent tout, nous on verra ce qu'on en pense, mais eux ils disent ouais c'est le trail all mountain. Le vélo à tout faire. Vélo à tout faire, exactement. T'as un vélo, t'as ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'on parle rapidement des specs du vélo et des specs proposés? La gamme, t'as le kit cadre tout seul. Bon alors attention, premier truc. Ce sont des vélos exclusifs. Ah ben, on l'avait dit sur avec le premier, mais, non mais je le répète parce qu'on va avoir ce commentaire là. Ah oui, après on va se faire descendre. On le sait, mais bon, c'est pas nous qui faisons les prix de ces vélos, mais un kit cadre, c'est 4 000 € quoi. Donc forcément, des vélos complets, ça attaque à 7, 8, 9. Non, 7400, 8700 et 10 800 €. Ouais, c'est ça. C'est cher, hein. C'est cher. On l'a dit, c'est du positionnement de. C'est du luxe. Ah oui, c'est un vélo de luxe, clairement. Haut de gamme, de passionné. Non, mais c'est clairement. Là, on parle comme si on avait testé une Lamborghini ou une Ferrari. Hein. Ouais, c'est de la joie. Donc, si tu roules en Dacia toute l'année ou comme nous, un expert, tu peux pas t'acheter ça dans la vraie vie. Donc c'est c'est un vélo de. Ça dépend qui. De passionné. Ouais, oui, bien passionné, sûr. C'est ça. Puis... dans tous les cas, moi j'ai essayé le vélo en GX, c'est le premier prix. Oui. Et j'ai reçu le kit cadre. Le kit cadre c'est trop cool, tu le reçois dans une toute petite box. Ils ont mis que la moitié du cadre dans le bordel. Je pense qu'on a des photos qu'on pourra glisser. Et en fait, ils te le livrent et le triangle arrière, il est démonté le triangle avant. Et c'est toi qui te le montes. Bon, c'est pas compliqué. Mais tu vois la finition du carbone et tout. Franchement, moi j'en ai vu des cadres carbone, c'est super propre. Hein. Pour moi, en finition, pas peur de le dire, c'est digne d'un Santa. Dans les montages, les ajustements, les types de carbone, franchement, c'est. Les tolérances aussi, non? C'est du premium, ouais, c'est trop bien, c'est facile à monter, il y avait pas des... tout est facile, c'est costaud. Et pour le coup, une fois que je l'ai monté, quand tu vois le nombre de kilomètres que j'ai fait et tout, j'ai rien eu à faire. Il n'y a jamais rien qui s'est desserré. Ce qui s'est desserré, c'est la patte de frein là, ici, parce que je ne l'avais pas serré au couple au début. Mais après, une fois que j'ai serré ça, tout le reste, j'ai jamais rien qui a bougé, quoi. Ouais, un peu comme un Santa. La peinture aussi. Bon, voilà, il y a quand même, c'est un vélo haut de gamme. Mais bon, t'en as quand même pour ton argent. J'ai vu des vélos haut de gamme où c'était des fois bien plus compliqué. Ouais, t'as 3 modèles au niveau des montages. Alors pour le coup, c'est assez simple. Ils ont fait un choix. Tu vas voir leur team et tu vas voir les specs, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un raccord entre les deux. Donc c'est du full groupe SRAM. Ça monte en gamme, quoi. T'en as un GX, un XO. C'est que du RockShox. Oui. C'est un super deluxe, c'est une lyrique. Et tu vas du super deluxe classique à une ultimate. Et les roues, je crois que c'est que du crank, guidon potence Burtec, TGC One Up, un pneu Maxxis. Voilà, c'est assez simple. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, tu vois, on parlait de leur vision. Jante enduro, pneu profil enduro. Ah oui, Asagai, DHR, alors c'est pas du DD mais c'est de Exo Plus, tu vois. Tu sens que leur vision du trail, c'est quand même engagé. C'est des specs qu'on retrouverait en Europe sur un vélo d'enduro en fait. Hein. Oh, clairement. Voilà. Il n'y a qu'au niveau suspension ou lyrique, super deluxe, là où il y aurait une Zeb et un Vivid par exemple. Mais ça c'est plus fonction du débattement au final que du modèle choisi. Ouais, voilà. Puis je pense que comme ils ont aussi le Dreadnought, faut aussi faire les différences, quoi, tu vois. Bah oui, sinon autant avoir qu'un vélo. Voilà. Niveau poids, faut pas se leurrer, c'est pas léger. Le cadre tout seul déjà est pas léger. Avec le renvoi et les choix des carbones qu'ils ont fait, tu sens qu'on est plutôt sur un poids de cadre enduro avec pas beaucoup de débattement que sur un vélo de trail. Il n'est pas à 2 kg là, hein. Plutôt à 3. Le vélo complet, je crois qu'à LGX, je l'ai pesé, il était à quasiment 15 kg. Ok. Celui-ci que tu as sous les yeux, il fait 15 kg aussi. Après, il est monté bas, celui-là. Ouais, mais il fait quand même 15 kg. C'est très engagé, quoi. Ok. Ouais, mais les freins, par exemple, pareil, ils mettent des codes, tu vois. Je viens de penser à ça aussi. C'est tous les codes qui, tu vois, il y a certains vélos en 130, ils auraient mis des freins plus légers, quoi, tu vois.
Donc faut pas se tromper, c'est pas parce qu'il y a marqué 130 que c'est un petit vélo de trail léger quoi. Ouais, mais c'est clair. Qui est dispo en 2 coloris. Oui. Souvent ils font 2 couleurs, après ils changent. C'est pas les deux. Il y avait eu 2 coloris avant, je crois, à la sortie. Ça c'est la 2e génération de couleurs. En tout cas, on aime ou on n'aime pas, mais. Faut parler. Ouais, en tout cas, le côté pâle. Bon, ça aurait été rose engagé, non, pas du tout. Là, c'est le rose, même violacé. Franchement, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, ça sort du lot. Puis j'aime bien les petits décos, la druide un peu chamanique, là, un peu partout. Il fait presque blanc en fait. Suivant, tu le vois au soleil et tout, des fois. Oui, il fait plus blanc que rose. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah, moi j'adore la ligne. La ligne, je la trouve belle. En plus d'être fonctionnelle avec ce tube super bas pour bouger de gauche à droite, je trouve. J'aime bien le sloping. Je trouve ça agressif. Je trouve ça pas mal. Ouais. Ah bah, moi aussi les lignes, tout ça. Après c'est tout pareil, subjectif, la beauté des choses. Mais tu vois sur le côté positionnement luxe, design et tout, je trouve que c'est très cohérent quoi. C'est pas un vélo cher qui est dégueulasse à regarder quoi. Non, après, tu vois un petit détail très silencieux, tu vois avec les protections qu'il y a ici. Même qu'il y a un galet, il est ultra silencieux. Oui, le galet maintenant, il gêne plus. Avant, il était très haut là. On pouvait s'attraper là. Ça pouvait être les poils au mollet là. Maintenant, t'es plus embêté. Là, il y a un petit cache, faut pas dérailler. Si tu veux, même tu peux mettre le plus gros comme l'enduro. Moi, avec celui-là, j'ai jamais eu de soucis. Le porte-bidon, tu peux mettre un gros bidon malgré qu'il soit super sloping. Tu peux mettre un gros bidon. 750 que j'adore. Voilà. Là, t'as un support dessous pour les outils et t'as une petite trappe aussi là dessous. Oui. Moi, j'ai rangé la chambre à air. Là, si tu veux, sur le vélo, il y a tout. Il y a le up dans la direction et dessous là j'ai cartouche de CO2 et chambre à air. Alors attention, petite chambre à air latex, pas latex mais qui coûte 30 balles. Oui voilà, de toute façon elle est là-dedans. Oui, et les mèches. Tu peux y aller là. Oui, t'es plus à 30 balles quand tu as un truc à 4000. En tout cas, je trouve que tu vois, comme déco pour le café, c'est pas trop mal. Ah ouais. Ouais. On va le garder, on va mettre le cadre. On va demander si tu veux pas nous laisser le cadre pour le mettre là. Ouais. Après, autant en profiter dehors. Oui, c'est ça sûr. donne envie de le prendre et d'aller rouler. Après, les passages de câbles sont assez bien faits aussi. C'est assez simple, ils sont pas bruyants. Ce que j'aime, c'est qu'il est pas du tout bruyant ce vélo. C'est du routing interne après? Non, je crois pas. Non. Et c'est facile à. C'est facile, mais en plus là-bas ça fait espèce de pressoir là et ça bouge pas du tout. Ok. Et ça fait zéro bruit. Ça moi j'ai bien aimé. J'aime pas les vélos qui font du bruit. Et ça c'est cool. L'insertion là, elle est pas si mal pour un vélo avec un tube comme ça là. Mais bon, attention quand même, il y a des vélos qui sont mieux avec en termes d'insertion, forcément. Dès que tu as un tube discontinu, t'en as moins. Bon, nous là, pour notre taille, là j'ai une 170. L'amorto il passe au travers, donc tu peux pas aller. Oui. Donc bon, la reverb c'est pas la meilleure en termes d'insertion, mais je pense qu'avec une one-up, je pourrais mettre 190 ou 200, tu vois, sur avec ma hauteur de celle de jambe de poney quoi. Donc du coup on reprend le partie test. Toi tu as essayé le GX en premier. Donc montage série. 2 séries, Select Plus, GX. Et depuis le début de l'été on va dire. Oui, j'ai eu le kit cadre et on s'en est servi pour tester des produits et notamment les suspensions Flight Attendant électroniques dessus. Tant qu'à faire à se faire un vélo cher, à monter les curseurs encore plus. C'est The Dream Bike. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Bah, du coup, le mieux, ce que je te propose pour parler du terrain, comment tu l'as roulé, tout ça, on part sur ton premier test du GX et on fera un petit peu le lien avec celui-ci. Oui, de toute façon, c'est assez simple. Hein. Le GX, sur le montage en GX, c'est tout bon. Il n'y a pas la transmission, TSL, les freins, il n'y a pas un énorme gap avec celui-ci. Au niveau suspension, c'est là où il y a un peu plus de limites. Avec les Select Plus, t'as pas tous les ajustements. Moi qui aime bien toujours tout régler, tu peux pas tout faire. Sinon en performance d'amortissement, il y a pas un step monstrueux avec le Flight Attendant. Après c'est plutôt la fonction Flight Attendant. Comment je l'ai roulé? J'ai un peu tâtonné au niveau des ajustements. Eux ils disent 30% à l'arrière. Ok. C'est vrai que vu la progressivité avec 30% à l'arrière, tu vas pas talonner. Et devant, plutôt 25%. Suivant ce que tu fais, c'est vrai que c'est assez intéressant de le rouler comme ça. Après, si les terrains sont un peu moins agressifs, où tu as un peu plus de dynamisme, rajouter un petit peu derrière, plutôt entre 30 et 25, c'est pas idiot, tu vois.
Ok. En fait, eux, avec leur ajustement qu'ils avaient proposé dans l'amortisseur et la fourche, comme très souvent, sur des terrains fluides et tout, c'était bien parce que t'as beaucoup de confort, tu vas jamais au fond, t'as l'impression que tu vas jamais au fond. Par contre, sur des terrains où ça va peut-être moins vite, plus cassant et tout, il y avait un peu cette sensation de déjà pas utiliser le débattement tout le temps correctement et un peu un manque de dynamisme, quoi, tu vois, quand il faut appuyer sur les jambes et tout. Donc j'ai plutôt, comme d'habitude, très souvent retiré les antivolumes dans la fourche 0 et derrière j'avais retiré et j'avais même mis un peu plus d'air pour que le vélo au final il soit un peu plus linéaire et que je sois un peu plus haut dans le débattement, quoi, tu vois. Donc 0 token devant et derrière. Ouais. Ok. J'ai remonté les pressions en fait, tu vois. Ouais, Donc, mais au final c'est souvent le cas sur des vélos qui sont pas de notre continent. Avec la typologie des trails de chez nous, très naturel. On le sait, en France, c'est tout le temps ça en fait. Hein. Très souvent, très souvent. Ouais. Quand t'es trop bas, ben ouais, c'est super confortable, mais l'assiette elle est pas bonne et puis au final t'es toujours très bas dans le débat. Ouais, donc finalement, ben, je préfère remonter un petit peu tout ça, être un peu plus haut dans le débattement, rester un peu plus haut. Mais ça, c'est pas vrai que sur ce vélo. Comme tu dis, c'est sur beaucoup de vélos. Ah, et tu peux pas avoir le vélo fait pour tous les trails du monde. À un moment donné, c'est un sport mécanique. Donc, Oui, puis il y a un truc qu'il faut expliquer, c'est que, comme on disait, les ratios de suspension, ils sont progressifs, d'accord ? Ils descendent. Donc, de réduire les pressions et mettre des tokens, qu'est-ce que ça fait ? Ça mange tout le confort en fait. Parce que tout, tu vois, le vélo, il va travailler, il part à 2,9. Si tu pars 2,9 et que dès que tu montes dessus, tu es à 30%, donc il va être à peu près à 2,6 au sag, toute cette partie-là, elle est mangée en fait. Il n'y a que quand tu sautes qu'elle revient, mais dès que tu es au contact, il a 2,6. Ok, 2,6, il faut rentrer la suspension, c'est forcément plus dur que si tu es à 25%, que tu es à 2,7. Tu vois, les gens, souvent, ils ont du mal à comprendre ça, qu'ils roulent très très souple, ils mettent beaucoup de tokens. Mais en fait, tu descends dans la progressivité. C'est tout le temps plus dur, quoi. Alors sur le parking, ça paraît méga confortable, mais en fait dès que tu montes dessus, tout ce débattement il est mangé, il sert pas. Non. À part quand tu jumps, quoi. Mais sinon, c'est un petit au contact au sol, il est mangé. Ouais. Et donc après tu es dans quelque chose de plus dur, plus raide. Et c'est bizarre de se dire que mettre plus d'air sera plus confortable, mais c'est la réalité en fait. Oui, c'est contre-intuitif, c'est clair. Ouais. C'est ça. Bah, il faut faire le test. Faites le test. Voilà, c'est pour ça qu'on parlera d'un réglage des suspensions. Ouais. Donc voilà ce que j'avais fait au niveau ajustement. Après, comme je te l'ai dit, potence 50 et j'ai mis 35 de rise. Okay. Parce que la douille elle est assez courte. Et comme toujours, quand tu as un tube de selle droit, être en avant, c'est vraiment pas agréable. Plus tu as un tube de selle qui est droit et plus il faut se relever, quoi. Alors oui, tu n'as pas une position aérodynamique pour acheter des chronos, mais dans tous les cas, c'est pas un vélo fait pour ça. Donc c'était tendance à relever le guidon pour être bien droit. Et malgré ce qu'on peut penser, ça aide énormément aussi à monter. Parce que tu es plus centré, la motricité elle est sur la roue arrière, tu as plus de poids naturellement sur la roue arrière. Tu as juste à contrôler de ne pas cabrer. On continue. Continue. Non, continue pas, j'ai pas envie. T'as 15 minutes d'autonomie. Ouais. Avant de passer à la partie terrain, on passe à la partie terrain, mais on va détailler ce que tu as fait avec ce vélo, type de sortie, quel terrain, quelle pratique. J'ai fait de tout avec ce vélo. Franchement, j'ai fait de tout avec ce vélo. Avec le GX, le rodage, je l'ai fait sur un raid. Je l'ai fait sur un raid dans la Drôme. Tu peux le voir sur Strava d'ailleurs. J'ai fait 102 km et 102 et 3100. En fait, j'ai fait le raid. Le raid, il était vraiment pas transcendant, surtout avec un vélo comme ça au final. Il fallait mieux avoir un semi-rigide. Et en fait, il y avait un Randuro aussi. Ah oui, c'est donc j'ai enchaîné avec un Randuro. Du DFCI, c'est ça en gros? Il n'y avait pas beaucoup d'endroits techniques et cassants, voilà. Il y avait beaucoup de... C'était très joli, mais souvent des grandes montées, et après des petits... Et puis souvent un balcon, pas de pente en fait, tu vois, très linéaire, quoi. Et quand j'ai fini ça, j'étais quand même franchement frustré d'avoir pris ce vélo. Je l'attendais depuis tellement longtemps en fait, ça fait 2 ans que je voulais essayer un Forbidden. Donc il y avait un Randuro. Je dis, bah alors Randuro, c'est marqué Randuro. Donc j'ai fait 30 bornes de plus, donc j'ai fait 100 bornes d'entrée. Donc je me suis dit quand même, pour un vélo comme ça, déjà quand tu peux faire 100 bornes, c'est pas si mal au pédalage. Et après j'ai fait de tout avec, hein. Franchement j'ai fait de tout, de la petite sortie, autour de la maison, de la rando. Je voulais même faire le championnat de France avec, mais il est arrivé après le Dreadnought. Donc je l'ai pas fait. Et puis j'ai fait un gros projet aussi en Italie avec ce vélo, en mode plutôt enduro là.
Ouais. Et pareil, j'ai refait pour avoir la sortie là. Putain, là c'était solide. J'ai fait une sortie de combien? Ça fait 100, presque 110 bornes et 5002. C'est là le pic. Hein. Première montée 1007 de montée. Bon, au moins, t'es chaud en gros. Ah, ben là, je peux te dire, je peux t'en parler du vélo en montée. J'ai passé 3 heures déjà dans la première montée. 1007. Et les descentes, c'était de l'enduro. Pour le coup, c'était de l'enduro. C'était pas. Voilà. Et ben écoute, ça s'est passé. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le Mont Lozère aussi. Ça fait une sortie de 80 bornes avec 2005. Franchement, Ouais, t'es pas limité par le vélo. Alors, je te cache pas, il est plus à l'aise sur ce type de longue sortie, mode enduro, que les toutes petites sorties autour. Tu vois, si je vais avec le club de cross-country, le club et que les mecs sont en cross, tu vas avoir un peu plus de mal à... Ouais, tu risques de dégouliner. Ouais, mais pour des petites sorties d'1 heure, 2 heures qui sont un peu techniques, ça va. Donc franchement, j'ai fait de tout. Je pense que c'est celui que j'ai fait le plus de kilomètres et le plus de dénivelé, c'est avec ce vélo depuis cette année. Ouais, sans aucun souci. Ouais, ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. T'as pas eu de soucis avant de passer vraiment en terrain sur ce vélo? Alors, j'avais eu un problème de ligne de chaîne avec le premier. Je sais pas pourquoi, de vélo test. Et dès que j'allais là ça faisait du bruit, ça frictionnait. Ça touchait ici, là. Là avec le kit cadre, je sais pas, j'ai pas eu les réponses sur ça. Mais sinon sur celui-ci, c'est celui que j'ai eu le plus, j'ai pas eu de... Non, j'ai eu aucun souci. Juste, on en parlera, mais là entre le basculeur et cette pièce, dans la boue collante, ici ça peut faire tampon. Mais c'est la première chose que je t'ai dit quand on a filmé les détails de ce vélo. Je t'ai dit, ça dans la boue. Il y a une sortie où j'ai cru que j'avais cassé l'amorto à air. Parce que les amortisseurs air, le ressort négatif, c'est un petit trou qui fait que ça s'équilibre chaque fois, tu sais. Oui. Et il a un niveau du débattement, tu vois, c'est à peu près, suivant les amortisseurs, c'est pas toujours pareil, mais c'est grosso modo à 30% de la course. Et si il y a le bypass. Ça de boue dessus. Et bien en fait, la boue derrière, elle est venue se comprimer, tasser. Et en fait, ça comprimait l'amortisseur, au lieu de faire. Ça rentrait plus en fait. Au lieu de faire l'amortisseur, au lieu de faire 205, la place, normalement, hein, c'est 205, ben il n'y avait plus que 200, quoi, tu vois. Et j'ai dit, putain, mais l'amorto, il marche plus, il n'y a plus de sensibilité et tout. Et oui, il suffit que tu aies 5 mm de terre collée. En fait, il était, ça le plaquait, tu vois. Et, et en fait, la terre était rentrée là. Et ça avait compacté. Alors, dans la boue liquide ou l'humus, ça va. Par contre, dans la boue collante, ça, ça aime pas. Après, moi, la boue collante, je te laisse. Je choisis des spots ça boue collante, rien que pour les pneus, pour le grip. Oui, c'est sûr. Ça. Mais il faut, ils ont mis une languette et tout, mais malheureusement, vu que ça s'allonge, ça fait ça, il y a beaucoup de boue, ça rentre. Et après, ça tasse. Hein. Voilà. Donc, sinon, après, zéro souci. Ok. Montée, du coup, on a commencé à l'aborder. Position de pédalage, écoute, oui, dès que tu montes dessus, comme je disais, c'est très droit, c'est pas méga long, donc de suite position très relevée, tu sens que c'est pas un vélo de cross-country en 130 mm, t'es une position, le nez au vent. Moi j'aime bien, c'est très confort, de suite je me suis bien senti posé dessus. Au pédalage, sensation, le premier truc qu'on nous demande tout le temps, c'est ce point de pivot. Ouais, est-ce que ça rajoute beaucoup de friction en fait? Voilà, c'est ça. Donc, alors, tant que tu es en bas, dès que tu remontes, ça va. C'est plutôt quand tu es dans les dernières. Dès que tu mets de l'angle à la chaîne, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu le sens. Sur le pied atelier, c'est assez fluide. À rouler, c'est assez fluide, mais plus que le sentir, c'est que tu l'entends. Ouais, en fait. Donc, je pense qu'il y a une part psycho qui fait que psychologiquement, tu as l'impression que tu entends du bruit. Bruit égal. Alors, moi, j'ai pas fait le test parce qu'après, c'est lié aussi à la cinématique et tout. Tu vois, c'est impossible. J'ai pas le même vélo avec la même courbe, le même, tu vois, et dire avec essence, c'est pas possible. Donc, les études montrent qu'on parle de 1-2% en termes de perf. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ça se dégrade très vite, très vite avec la qualité de lubrification de la chaîne. Donc, ça m'est arrivé sur des longues sorties. Et l'état de la transmission. Ouais, ça oui. Par rapport à d'autres vélos où tu le sens moins, là pour le coup, si ta chaîne elle commence à être sèche et tout, t'as vraiment tu sens que... Voilà. Autre point avec le temps là aussi, ce roulement là, tu vois, celui-là, il a pris du jeu. Parce que forcément, quand tu viens tirer, ça lui met un peu de roulement. Il suit mieux la ligne de chaîne. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, au niveau rendement, c'est clair, je pense que c'est pas que lié au
point de pivot haut, ouais. Mais c'est aussi, comme on dit, la courbe d'amortissement et tout, qui fait que c'est clairement pas c'est pas un dragster, quoi, tu vois. Ouais, mais tu peux quand même mettre des sprints, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un à côté de toi a un vélo plus léger, c'est pas oui, tu peux faire de la danseuse aussi avec, mais c'est pas là où il va être le meilleur. Non. Mais par contre, pas se tromper avec le sag. Oui. Je pense que le gars qui veut retrouver le confort, parce qu'on va parler après pour descendre, mais t'as l'impression de jamais aller au bout du débat et qui roule avec 35% de sag, il va être vachement bas au niveau de l'effet de chaîne et il va vraiment l'impression que quand il appuie, ça sert pas. C'est pour ça que moi j'ai préféré rouler plus 27, linéaire 27, ou même très souvent en coil. Je l'ai beaucoup roulé en coil avec juste 22-23% de sag et comme ça j'étais un peu plus haut dans l'effet de chaîne et j'avais beaucoup moins cette impression de pâteau, quoi. Donc attention aussi à ça. Pour l'effet pédalage, suivant le réglage de suspension arrière, tu peux vraiment, vu qu'il y a vraiment un effet qui plonge, avoir des écarts rapidement. Énorme en termes de sensation de pédalage. Moi avec 25%, et même en coil, moi je pense que je préférais c'est le rouler avec le coil, à monter aucun souci. Il était quand même bien dynamique. Ouais. Donc ça allait. Après, encore une fois, je vais pas le comparer. Attention, on parle d'un vélo qui fait 15 kg. Oui, t'es pas là. C'est pas un vélo qui est fait pour aller faire des courses de cross-country. Donc forcément. Voilà, on a essayé des vélos avec 120, 130 qui étaient beaucoup plus dynamiques. Oui. Là où il a son aise. La motricité. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc sur la route, t'attends que ça se fasse. Tu vois, ça monte, avec le pote à côté. Encore, tu vois, il bouge pas comme ça, tu vois, c'est quand même assez bien. Moi, ce que j'aime. Oui, t'as du confort. C'est confortable, mais chaque fois que tu me mets pas un coup de pédale, ça fait pas. Tu vois, tu pédales à côté de moi et tu témoignes que la suspension elle ne bouge pas. Donc ça, je trouve ça agréable. C'est pas fait pour sprinter, mais au moins déjà ça bouge pas sur la route. Donc tu peux monter. J'ai fait des long calls sur la route tranquille, ça sans souci. Par contre, là où il devient vraiment efficace, c'est dès que tu commences à grimper des trucs techniques. Alors forcément, il faut un peu de cuisse, parce qu'il monte pas tout seul, il n'a pas d'assistance électrique. Par contre, tu montes dès que c'est caillouteux, des racines, humide, motricité de dingue. Entre la roue qui recule, donc qui vient moins taper, qui garde la motricité, la cinématique, l'effet de chaîne, t'arrives à monter des trucs de dingue. Franchement, je pense que mes records de pente raide, c'est ça. Alors par contre, tu le prends cool. Tu vois, faut pas surtout, tu vois, un truc raide, faut pas tomber les vitesses et y aller en moulinant. Ça, c'est une erreur, mais. Au couple. Couple, exactement. Tu ralentis, tu tombes une dent et tu fais le tracteur. Tu demanderas au pote qui vient de rouler, mais putain, on voit un tracteur partir là. Des fois, en mode trial, je mets un coup de pédale, tu vois, tout. J'ai mis des manivelles en 165 là pour essayer et tu passes du couple. J'ai monté des trucs à plus de 35-36%. Tu vois, c'est comment ça. Après, de toute façon, le Garmin, il déconnait, il savait plus où il était. Mais tu vois, les murs, les potes, ils étaient à pied et toi, tu montes. Bon, après, il y a un petit peu de technique aussi, c'est clair. Non, mais il faut de la technique. Mais je veux dire, il y a plein de vélos où j'arrive pas, où tu perds l'adhérence. Là, non, je reste équilibré sur le vélo. Voilà. Donc, si tu aimes les montées super raides et tout. De technique. Moi, j'ai pas eu un meilleur vélo pour monter les trucs raides et techniques. J'ai jamais eu un vélo qui montait aussi bien que ça, pour l'instant. Ultra intéressant. Voilà. Et du coup, dans l'autre sens de la pente. En descente. Bah ouais, comme on peut s'imaginer, dès que ça descend, ce confort de la roue arrière qui recule, t'as l'impression d'avoir plus de 130 mm de débat. Ça, c'est une certitude. Bon, on l'a dit, le débattement illimité entre guillemets. Ouais, c'est pas illimité parce qu'après ça durcit dans les jambes, mais tu peux envoyer, hein, c'est clair. La sensation. Hein. Ouais, tu peux clairement envoyer. Il y a beaucoup de craintes aussi sur le côté dynamique en descente. Tu dis ouais, c'est dur de faire un manual, c'est pas. De tirer des bunnies, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que sur le parking, il y a des vélos qui sont bien plus faciles. Il faut plus exploiter. Mais en fait, c'est un vélo, c'est comme la montée, il faut se servir du terrain et garder du speed, quoi. Là où il est vraiment fort, c'est tu mets 2 coups de pédale, t'appuies sur tes jambes, hop, tu passes les cailloux, ça bute pas, les racines. Et en fait, dès que tu prends un peu de vitesse, tu te sers du terrain. On fera un tuto pilotage avec ça, de se servir du terrain. Mais c'est exactement ça. Pump track en fait. Ouais. Voilà. Vraiment, pomper, appuyer, utiliser la moindre courbe de niveau, aspérité, tout ça. C'est ça. Donc encore une fois, si tu as un terrain qui est ultra aseptisé, lisse, c'est sûr que tu vas pas en tirer la quintessence. Et là aussi, il y a des vélos avec moins de débats plus fun, on va dire, pour faire l'idiot. Mais dès que tu reviens sur des terrains plus naturels, il est tellement capable
que là ça a une aide quoi. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé sur ces longues sorties, forcément on les repère pas hein, quand tu vas, c'est que tu roules à vue quoi. Ouais. Ou tu les as fait une fois il y a longtemps mais tu les connais pas par cœur quoi. Et là ce qui t'aide c'est qu'il y a énormément de motricité sur la roue arrière. C'est pas un vélo où tu as besoin de te concentrer énormément sur la roue avant, à être comme ça. Tu es posé, tu as des épingles tu vois qui arrivent, tu poses ton freinage, la roue arrière elle part pas, tu appuies. Oh, ça moi j'ai trouvé ça, ça te libère, ça aseptise un peu le terrain technique. Ça donne un côté sécurisant. Mais voilà, t'as vachement de temps à penser à ce qui va arriver, tu vois. Tu te fais pas bouger, t'as pas... Ouais, tu luttes moins avec le vélo en fait. T'es un peu dans ton vélo en fait. T'es dans le vélo, c'est comme dans les montées, tu montes pas vite, mais t'es dans ton vélo tranquille et tu gères juste l'assiette. Ouais. Et ça c'est super intéressant. On dit qu'on est, on est posé en fait. Posé, c'est ça. Et moi ce que j'ai bien aimé aussi, parce que tu me diras, on peut avoir des vélos aussi longs, tu as des bases longues et tout. Moi ce que j'ai aimé c'est qu'à faible vitesse, t'as du dynamisme quand même. Il y a quand même du dynamisme, notamment les épingles, tu vois. Par exemple quand tu fais un no-stern, tu lèves un peu la roue avant, ou quand tu fais un appel contre appel, tu lèves un peu, tu délestes, donc le vélo il se raccourcit. Donc l'engagement dans le virage il est quand même assez facile, tu vois. Et après dès que tu as besoin d'appui, que tu viens rechercher l'appui, tu appuies avec tes jambes, il se rallonge, donc tu reprends de la stabilité. Et ça, pareil, j'ai rarement eu un vélo dans ce type de situation, beaucoup d'épingles naturelles et tout, où tu as ce compromis entre facilité à placer et grip. Ouais. Tu vois, des vélos plus larges, ils avaient le grip, la stabilité, mais pour les rentrer, il faut un espace énorme, tu vois, il faut décaler, il faut vachement monter la roue. Là, avec ça, c'est super bien. Voilà, c'est un vélo qui a des subtilités que moi, je n'ai pas retrouvé sur d'autres vélos, en fait. Et sur des terrains type bike park, du coup, tu n'as pas trop roulé comme ça, j'imagine, mais... J'en ai fait un peu, il faut un peu de speed, en fait. Ouais, le mec qui avance pas, en fait, ça va nul. Ça aseptise, t'es un peu collé, quoi. Par contre, dès que tu peux mettre un peu de gaz, si, je suis allé rouler à Morzine et tu fais des pistes, tu peux vraiment envoyer. Alors après, il n'y a que 130. Hein. Alors c'est pas la sensation de talonner violemment, mais tu prends tout le débat. Mais c'est juste qu'à un moment donné, comme je disais, le ratio de suspension il descend et que c'est ferme, quoi. T'as quand même pas, tu sens bien que t'as pas 170. Oui, par contre, lui, le cadre, en termes de châssis, en termes de, tu vois, de bottom-out, de talonnement, il encaisse, hein, sans souci. C'est pour ça que tu vois des mecs qui font des trucs monstrueux avec, il n'y a pas de souci. Si tu sais encaisser toi. Ouais, si physiquement tu es capable de tenir le choc. Il y a des vélos en 130, tu te sens limité, tu vois, tu te dis putain, moi tu te dis voilà, là le vélo il est pas assez rigide, ou il est tout le temps au fond, voilà. Ça tu peux faire le grand écart quoi, tu vois. Ouais, la limite elle est plus sur le côté aussi physique à tenir le vélo sur la distance en fait. Oui, c'est ça. En mode vraiment allumé. Oui. OK. Mais par contre en termes de résistance, châssis et tout, moi j'ai l'impression que c'est digne d'un vélo d'enduro quoi. T'as parlé d'effet de frein après que tu aimais pas trop, est-ce que tu sur la partie terrain, Non, c'est pas ça, c'est que c'est au niveau. C'est pas que j'aime pas trop, c'est que moi j'aime bien quand tu freines, ça préserve la géométrie, tu vois, que ça freine, ça fait surtout sur le terrain naturel. Quand tu freines, ça vient rentrer un peu la suspension. Tu vois, quand tu freines, il y a un transfert de masse, tu pars vers l'avant. Donc si quand tu freines de l'arrière, ça le tasse un peu, tu as moins la sensation de passer par devant. Oui. Donc j'aime bien parce que quand tu roules sur les terrains naturels et que tu connais pas, à vue, si t'as un vélo qui pousse un peu, waouh, tu peux te faire un peu allumer. Par contre, c'est vrai que là, tu sens que sur des gros freinages, l'effet de frein, il y a un gros écart entre... voilà. Donc tu freines jamais à 100%, tu n'es jamais talon et tout freiné. Non. Mais voilà, il faut apprendre à le gérer. Mais il faut s'y habituer en fait, plus ça. Ouais, il y a eu 2-3 fois sur des gros appuis, tu sais. Appui, tu freines en même temps où tu as l'impression que hop, il te repousse un peu sur l'avant, tu vois. Mais bon, c'est assez rare et finalement après tu t'en resserres. Non, c'est que je vois pas l'aspect marketing de pousser ça en fait, tu vois. Avant, quand l'effet de frein il était un peu plus stable, je voyais pas un inconvénient si important en fait. Voilà. Okay. C'est juste que je trouve que le discours marketing et la réalité du terrain, pour le coup, je sens pas une amélioration et je sens pas non plus une détérioration aussi grande que ça. Est-ce qu'on peut faire un point sur le côté suspension et on va commencer par les amortisseurs. Tu as roulé coil et air. Est-ce que tu as une préférence des deux? Est-ce que... Bon, moi je préfère clairement coil. Je t'explique pourquoi, parce que c'est qu'un 130 de débat. Et quand tu vas sur des supports. Alors pour plusieurs choses. Un, c'est parce que quand tu as 130 de débat,
et que tu as un vélo aussi capable que ça, que tu vas faire des spéciales d'enduro, à un moment donné, ton débattement, ton amortisseur, il chauffe en fait. Bah oui, parce que tu utilises de 0 à 130 beaucoup plus quand tu as 170. Il utilise 80% du temps 0 à 130 et tu vois, là le truc c'est que ton vélo il est quasiment tout le temps à 100%. Bah, tout est plus petit donc forcément. Donc le Morto il fait ça. Forcément avec un amortisseur à coil, tu as une sensation moins dégradée, donc moins de raffermissement. Et même plus que ça, c'est souvent le coil quand il chauffe, lui là, il se fluidifie et quand tu commences à fatiguer, tu as plutôt l'impression d'avoir plus de confort. Ouais. Tu vois, moins de raideur, tu vois. Donc pour ça je préfère. Ou à l'effet presque inversé en fait par rapport à l'air. Ah, l'air, ah ouais, l'air c'est ça. L'air quand ça chauffe, Ça vient lui beaucoup elle moins, en chauffe, fait. comme elle chauffe, la détente s'accélère, c'est que ça te pousse, et en plus ça dilate les joints, et en compression il rentre pas. Donc tu as double peine. Ah oui, en termes de premier impact, tu as l'impression que la moto il rentre pas, et puis après ça te pousse. Mais c'est souvent le cas qu'on peut avoir quand on fait des descentes avec les potes en bike park ou autre. Tu sais où tu fais un full run, de haut en bas tu lâches pas, en bas tu as l'impression, putain, tu te dis putain après quand on a fait des passages, je passais 10 fois plus fort. Ben, souvent c'est lié à ça en fait. Ah bah oui, tu t'arrêtes. Sans, les mecs me disent ouais on le sent pas. Quand tu fais 3 minutes à fond, que ça a chauffé, arrête-toi, appuie sur ton amorton. Je dis mais c'est pas du tout le même que quand j'étais parti quoi. L'amorto à air, souvent le petit, t'appuies, t'arrives pas à le rentrer et hop, il revient comme ça super vite. Tu le laisses 3 minutes, tu dis ah non là c'est bon. Non mais c'est intéressant qu'ils fassent le test en fait. Voilà. Donc se rendre compte. Pour ça j'ai bien aimé le coil là-dessus. Et deux, c'est que au vu de la cinématique, ce que j'ai bien aimé avec le coil, c'est que je peux rouler facilement avec un petit sag et avoir la même sensation de souplesse. Oui. Tu roules avec 22% de sag et il est plus confortable qu'avec 30% avec de l'air. Donc en termes de motricité, contact au sol, c'est cool. Mais tu as plus de support et tu vas moins vite dans le partie dure. Le truc de ça, c'est que tu as un vélo qui reste un peu plus haut dans le débat, donc ça peut un peu pousser dans la pente. Il faut aussi penser à réajuster sa fourche en fonction. Pour équilibrer le vélo. Voilà, c'est ça. Et avoir plusieurs ressorts généralement pour pouvoir adapter ce sag. Oui, il faut soit le bon ressort surtout. Du coup, est-ce qu'on va faire le point général du vélo? Pour qui toi tu le conseilles? Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper parce que sa géo, c'est trail, comme nous on l'entend. Le débattement 130, ça fait trail. Mais je pense que c'est quand même un vélo pour des grands espaces. Voilà. Je pense que c'est plutôt un vélo à mettre dans une catégorie légèrement au-dessus. Tu vas plutôt dans les vélos all mountain comme nous. Voilà. Je pense que le randonneur sportif, c'est peut-être too much, tu vois. Moi, je vois plutôt ça comme, pour être clair, comme un enduro avec peu de débattement en fait. Je vois plus de vélo comme un enduro avec moins de débat que comme un vélo de trail classique. Bah, comme tu m'en parles depuis le début, c'est clair que tu as plus l'impression d'avoir un petit enduro en fait. Et moi, ce que j'aime en plus, c'est qu'il n'est pas trop extrême. Tu vois. Les enduros d'aujourd'hui, il y a beaucoup de débattements, il y a beaucoup d'angles. Sur les terrains naturels, c'est même des fois compliqué quand il faut tricoter. Là, au final, avec 65, avec tout ce qu'on a parlé, la géométrie met ses capacités. Et au final, c'est un super vélo pour aller rouler tous les jours. Mais il faut quand même, pour moi, il est bon dans le dénive. Et il faut des sentiers techniques. Voilà. Si tu te trompes et que tu prends ça que parce que c'est jeune, c'est fashion et compagnie, mais que chez toi, il n'y a pas de terrain technique et il n'y a pas de dénive. Ouais, tu risques de te faire chier en fait. Ouais, c'est ça. Tu risques de passer à côté et dire... ouais. Par contre, à contrario, ça peut être un très bon vélo pour quelqu'un qui a qu'un vélo et qui habite des bonnes régions adaptées ou des bons trails adaptés et aussi qui fait de la compétition enduro. Je suis sûr que tu peux avoir un vélo pour tout faire. Fait pas toute la saison, mais rouler. Moi, j'aurais pu le départ d'une course d'enduro avec ce vélo sans aucun souci. Hein. Mais alors, sans aucun souci, faire les trophées régionaux et compagnie, Brassac, Terre Noire avec ça, mais les yeux fermés. Après, tu peux essayer aussi de le radicaliser. Tu vois, j'ai essayé de mettre des roues super légères avec des pneus super légers et compagnie. Vous faire un peu plus. C'est pas son ADN. Franchement, c'est pas son ADN. T'en feras jamais un vélo pour gagner des marathons ou des. Tu vois. Oui, c'est pas fait pour ça. Non. Toutes les longues sorties que j'ai fait, on tourne à un tour de 10-11 de moyenne, quoi. Ouais. Il est bien dans cette plage-là. Si tu commences à vouloir faire des sorties à 15, 16, 17, 18, il y a mieux, quoi. Oh bah oui, ça résume très très bien ce que tu as dit tout le long de cette vidéo. Du coup, j'en déduis que tu pètes ton PEL, c'est bon. T'achètes celui-là. Ah, celui-là, tu casses le PEL. T'achètes celui-là. Ah, j'ai compris. Celui-là, j'achète. Que le car, 4 000 € quand même. Ouais, mon trek est. C'est vrai, c'est ça aussi. Plus.
Ah ouais, putain. Ouais, c'est vrai. Même j'aimerais l'acheter sans l'amortisseur, moi, tu vois. Faut qu'il vous lande sans l'amorto. Je suis sûr qu'avec tes contacts, tu vas y arriver. Non, mais c'est vrai. Des fois, je ferais bien. Mais ouais, j'achète, allez. Il a acheté! C'est mon premier vélo que j'achète, je crois. Mais c'est le premier. C'est le premier. Mais il est pas parfait quand même. Hein. Mais bon. Après, il faut faire son propre vélo. Est-ce que le vélo parfait existe? Oui, il faut se le faire. Oui, mais ton vélo parfait ne sera peut-être pas parfait pour moi. Ah non, mais bien sûr, je parle pour moi. Ah mais bien sûr, mais ça c'est certitude. Bon, bah peut-être un jour. Allez. Peut-être. C'est bon? C'était très très bon ce café, comme d'habitude. Mais moi je vais en refaire un parce que tu vois, moi j'ai fait que parler, j'en ai besoin. Moi j'ai pas beaucoup parlé pour une fois, tu vois. Oh non, t'étais devant le papa de là, à regarder les images. Non, mais c'est surtout que c'était très tôt ce matin. Moi je suis pas trop du matin. Ouais. Ouais, j'aime bien être du matin, mais j'y arrive pas. J'aimerais, hein. Oui. Bon, bah écoute, je pense que je sais pas si tu vas continuer à rouler avec ce vélo parce que je crois que les stats sont assez énormes qu'on retrouve sur Instagram, au passage. Ah oui, ils peuvent aller les voir. On n'en dit pas plus. Je crois que c'est là déjà, je suis à 25 sorties. On regarde les chiffres pour le rime, mais... On n'en dit pas plus. Mais non, je vais encore continuer un peu à le rouler parce qu'il y a un sujet sur les suspensions électroniques qui va arriver et je pense que je vais l'utiliser. Ce que tu viens de nous dire précédemment. Voilà. Donc on continue le test, puis je l'aime bien quand même. Puis il a de la gueule, il fait parler. Dites-nous, vous, comment vous le trouvez d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est un vélo qui vous fait rêver? Est-ce que c'est vraiment le vélo de rêve? Ce qui vous passe par la tête en fait. Ouais. Et surtout, abonnez-vous, toujours. Partagez, oui, likez. grave, abonnez-vous. Même moi je le dis maintenant, tu vois. Ouais. Oh là là. Ils sont tellement pas assez nombreux, on le dit de plus en plus ça aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Hein. J'espère. Hein. Oui. Si le monteur est à jour dans ses montages, c'est pas toujours le cas. Vous inquiétez pas s'il y a du retard. C'est pas qu'on expérimente, c'est juste qu'on est à la bourre. Ouais, il y avait Patrick dans le loin. T'es serré comme des sardines. Ouais. Il y a du boulot pour Patrick. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et on s'arrête de parler. Ouais. Ciao.